Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre magazine Au fil de l'histoire. Qui n'a pas rêvé de faire un voyage dans le passé? Eh bien ce voyage, nous allons le faire ensemble et plus précisément à une vingtaine de kilomètres de Meknès, dans les ruines de ce qui fut l'une des villes les plus prospères de l'Antiquité, Volubilis. C'est en 1915 que les premières fouilles archéologiques ont lieu sous l'égide du service d'Antiquité du Maroc. De nombreux vestiges et objets de grande valeur sont ainsi découverts. C'est probablement au cours du IIe siècle avant l'ère chrétienne que le noyau de la ville est fondé. Juifs, chrétiens, musulmans se succéderont sur ces terres. Sous le nom de Walila, Volubilis deviendra la première capitale des Idrissides sous Idriss Ier. Monsieur Moustapha Atrif, vous êtes le conservateur du site archéologique de Volubilis. On démarre le parcours par un chemin qui est bordé de fleurs. Est-ce qu'il y a un lien entre ces fleurs et la signification du terme Volubilis? Oui, effectivement, ces fleurs qui sont le laurier rose et qui sont très abondantes aux abords du Loued Troumen, un fleuve qui borde Volubilis de par sa région sud et ouest, aurait une relation avec le mot latin volubilis. Le laurier rose est en fait en amazigh Alili, donc son nom c'est Alili, et c'est ce mot qui aurait donné la signification ou l'origine latine qui est volubilis et le mot arabe qui est walili. Le site où nous sommes, du nom de Volubilis, cité dans les textes gréco-latins sous forme de volubile, Volubilitanum, dans les inscriptions Respublica Volubilitanum, et dans les textes arabes, Oulili ou Welila, et aussi dans les monnaies idrissides et pré-idrissides. Et en ce qui concerne l'appellation locale, c'est le terme de Safran. L'homme n'a été attiré par le territoire de Volubilis que récemment, au néolithique, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors quels sont les témoignages de sa présence pendant cette période néolithique, pendant le néolithique? Nous avons des haches polies, nous avons des éclats et des pointes en silex, nous avons ce qu'on appelle les meules dormantes, des plaques de grès creusées au centre par le frottement d'un broyeur de grains, ce qu'on appelle donc les meules dormantes, et aussi la céramique modelée, la poterie modelée. C'est les seuls témoignages dont nous disposons jusqu'à présent sur la période préhistorique. En ce qui concerne la période de la deuxième étape historique, qui vient après, c'est ce qu'on appelle la période punico-mauritanienne. Cette période punico-mauritanienne s'étend des périodes préhistoriques jusqu'à 33 avant Jésus-Christ, qui marque la mort de Bocchus II, l'un des anciens souverains de la Mauritanie. Alors cette période n'est pas très connue. Ce qu'on connaît d'une façon un peu précise, ce sont du IIIe siècle au 1er siècle avant, où il y avait un grand nombre de rois qui ont régné sur ce qu'on appelle le royaume de Mauritanie, qui s'étend du littoral atlantique jusqu'à l'est de l'Algérie. Pendant cette période, les anciens hommes néolithiques devinrent des cultivateurs, des commerçants et aussi des éleveurs, et ils se sont installés dans une bourgade avec des ruelles qui serpentent des maisons, construites selon une technique spéciale. Les soubassements des murs, ils sont en pierre et l'élévation en briques crues. Cette bourgade, il est entourée d'une enceinte dont on a trouvé un tronçon sous le tumulus de Volubilis, sur 400 mètres. Alors cette enceinte, il est dans le soubassement, il y a des pierres,
Mais à l'élévation, il y a c'est construit en briques crues. Alors, donc, voici pour cette période-là, avec la fin de Carthage, en Tunisie, euh, vers 146 avant Jésus-Christ, des immigrés, des habitants de Carthage se sont immigrés vers l'ouest, ils se sont installés à Volubilis. Alors, pendant cette période, avec la venue de ces Carthaginois, il y a eu un changement au niveau des institutions, de la gestion de la ville municipale et au niveau aussi économique. Il y a une prospérité, un développement économique de la ville et aussi une expansion urbaine. L'une des ressources naturelles qui ont permis à l'homme d'occuper Volubilis et, comme vous avez bien dit, de construire avec ces grosses pierres qu'on a ici, c'est l'existence d'une carrière juste à côté, pas loin d'ici, donc à 3 km, qui est la carrière d'Ozorhoun, qui s'étend sur plus de 3 km et qui est abondante en calcaire gris. Donc, qui a été le principal matériel de construction qui a fait les constructions actuelles qu'on voit à Volubilis. À côté de la pierre des carrières, il y a également comme principale ressource naturelle l'eau. Effectivement, il y a beaucoup de sources d'eau, pas loin de Volubilis, qui ont alimenté depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours la ville. Et à côté de la pierre, de l'eau, il y a également bien sûr la fertilité du sol et les arbres qui envahissent le cadre naturel qui entoure le site. Et la principale de ces arbres est bien sûr l'olivier. Donc, M. Attré, là, on est dans le quartier sud du site archéologique et on est quand même frappé par ce dallage qui est assez imposant. Il s'impose au regard. Est-ce qu'il est aussi vieux que le quartier? Oui, effectivement, c'est un pavement en galets donc, qui couvrait cette rue de ce quartier. Le quartier sud, d'ailleurs, c'est le quartier populaire de la ville, avec l'existence de plusieurs demeures, de plusieurs maisons, de plans simples, une superficie plus ou moins modeste par rapport aux autres quartiers de la ville. Et ce qui est frappant dans cette rue, dans ce pavement en galets, c'est en fait l'existence de ces traces de chars qu'on peut distinguer sur cette partie-là et aussi sur l'autre partie. Ce qui est assez intéressant par rapport aux informations qu'on peut avoir sur l'utilisation des chars à l'intérieur de la ville de Volubilis. Alors ici, nous sommes à l'intérieur de ces bains privés de la maison d'Orphée, plus exactement dans la salle tiède. Ce qui est intéressant dans ces bains, c'est qui remonte à l'époque romaine, c'est qu'on est devant le prototype du hammam marocain actuel, avec la traditionnelle répartition des 3 chambres en chambre chaude de l'autre côté, ici la chambre tiède, et enfin la chambre froide. Le système, il apparaît clairement ici, donc le système de chauffage, d'utilisation de ces vents, à travers ce qu'on appelle l'hypocauste. En fait, ce sont ces arcatures construites en briques cuites qui sont aménagées sous le sol des bains et qui permettent la diffusion de la chaleur qui vient du foyer, qui est au fond, sous ce bassin-là, et puis qui traverse ces chemins souterrains pour
allaient donc circuler sous la totalité des pièces des bancs. Ce qui est intéressant aussi de voir dans cette pièce, c'est également ces chemins à travers les murs qui permettent la diffusion également de la chaleur à travers les murs. Donc on a le sol chauffé et également les murs chauffés. À Volubilis, il y a plus de 50 pavements mosaïques et ces mosaïques ont été faits à l'époque romaine pour embellir les pièces et les bassins et les thermes aussi de la ville. Ce sont donc des pavements faits essentiellement par des fragments de pierre, ce qu'on appelle des tesselles. Ce sont des cubes en pierre calcaire, avec également l'utilisation de la pâte de verre et des fragments de céramique, de poterie. Donc ce sont les principaux matériaux qui ont permis aux mosaïstes donc, de faire ces mosaïques. Là, on est devant l'une des plus intéressantes à Volubilis, la mosaïque d'Orphée. Pourquoi Orphée? Parce que c'est le personnage qu'on peut voir au centre de la mosaïque. C'est un héros grec, doué par sa musique. Et là, justement, il est en train de jouer sur sa lyre et on peut voir que les animaux, les arbres, les oiseaux l'encerclent. Ils sont charmés par sa musique. Ils viennent tous pour admirer cette musique. C'est ce qui fait encore l'intérêt de cette mosaïque, pas uniquement la beauté et la coloration du pavement, mais également le fait que ça reconstitue l'environnement d'il y a plus de 2000 ans au Maroc en général et dans la région de Volubilis en particulier. Ça permet également d'avoir une idée sur la nature, sur le foisonnement, je dirais, naturel constitué par les arbres, les forêts, les cours d'eau abondants de la région. Et ça donne, ce qui est intéressant aussi, une idée également sur les arbres de la région. Et parmi ces arbres, nous avons toujours l'existence des oliviers. Ok, par ici, par ici. Et j'ai constaté qu'on a le mosaïque là-bas. Donc, si vous faites le mètre carré ici, je peux assurer qu'on a quelques fragments de mosaïque. On a trouvé aussi des bouchages. Donc, plus ou moins, si vous faites, oui. Qui concerne notre carré, l'évaluation, la couche de la terre, c'est nous. On fouille couche par couche, nous. Il faut faire le carré d'abord. Oui, faire le carré. On fait le carré. Oui, oui. Suffisamment. Il faut récalculer la dimension de terrain. Vous pouvez mesurer après, oui. Voilà. Ok. C'est très bien comme ça. Simplement, si on peut quand même faire un carré homogène. Voilà. Il faut faire couche par couche. Oui, on laisse. Oui, chaque couche. Moi, je suis de Chypre, moi, je suis archéologue. Mais au cours du séminaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on est des pays différents, des professions différentes qui ont affaire avec l'archéologie, des conservateurs, des architectes. Et moi, personnellement, je suis une archéologue que j'ai des fouilles avec de la mosaïque. Et c'est un problème commun qu'on a dans tous les pays de la Méditerranée. On trouve des mosaïques, mais on a les problèmes comment les conserver, les protéger et comment les mettre, les ouvrir, comment les mettre en valeur. Parce que le but, c'est de savoir si on peut faire des sites où sont visitables pour les visiter ou si ce n'est pas possible, il faut les penser
le bien de la mosaïque. Et justement, c'est l'exercice d'aujourd'hui, voir l'enfouissement. Donc, quand on ne peut pas l'ouvrir au public, il faut l'enfuir. Et c'est l'essentiel, c'est le but de l'exercice d'aujourd'hui. Voilà le trésor. Voilà c'est la bordure. Comme vous avez trouvé l'état de conservation des mais c'est matériaux pour ça de que recouvrement même, et maintenant, et vous allez évaluer aussi l'état de conservation de la mosaïque. On a des fourmis, oui, on a beaucoup Les racines. de racines. Il y a des racines qui vont remplir chaque fois. pénétrer dans la mosaïque ou non? présence de végétation. Oui, il faut la coucher. Présence de végétation. Des racines d'herbe. On a la présence de l'humidité à l'intérieur du matériau de recouvrement. Oui. Là, là-dedans, c'est là. Mosaïque sur fondation originale. Oui, je pense. On ne l'a pas déposé. On l'a pas, donc, Ils ont juste renforcé Oui. les bordures. Oui. au cours du séminaire qu'on suit, il faut voir les différents domaines de conservation, les moyens de conserver une mosaïque. Donc, dans les cours du séminaire, on fait des exercices. C'est pour nous apprendre comment voir, comment procéder. Et donc, donc on se met en équipe et le but c'est de discuter entre nous et trouver, pouvoir répondre aux questions, des problèmes. Et aussi c'est très essentiel qu'on puisse se mettre d'accord à des moyens, comment procéder, les pas qui viennent après. Bon, d'abord il faut voir les problèmes et après comment résoudre les problèmes. Il faut regarder, évaluer l'état de conservation. Donc, si vous avez peut-être des racines qui sont entrées dans la mosaïque ou bien sont tous sur la surface. Oui, d'accord. Sur la surface. J'ai eu la chance, il y a les 2 dernières années, de mettre en lumière une mosaïque où ça présente une scène de cirque qui est très rare, c'est unique en Orient, mais c'est une scène qui est plutôt africaine, plutôt de l'Ouest, plutôt africaine. Alors, du coup, on a créé un lien entre les 2 régions et moi, je trouve ça c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'huileries à l'intérieur de maisons. Donc certaines maisons avaient une partie artisanale. Dans cette partie, il y avait des huileries, il y avait également des boulangeries. Et ça permettait en fait l'extraction et la vente de l'huile d'olive pour les gens donc, qui passaient à côté de ces maisons. Et ça permettait aussi donc, aux gens donc, d'avoir sur place une source économique donc liée à l'extraction de l'huile d'olive. Et ici, nous sommes devant une huilerie restituée à Volubilis et ça donne une idée sur les étapes de l'extraction de l'huile d'olive. Alors on peut voir dans une partie de cette huilerie la partie de broyage des oliviers pour avoir la pâte d'olive. Ensuite vient la deuxième étape de l'extraction proprement dite qui consiste à placer la pâte d'olive à l'intérieur de ces courtins. Donc, ce sont des sortes de paniers faits en fibres végétales. Et à l'intérieur de ces courtins, on pouvait, grâce à cette poutre en bois qu'on appelle le prélum, de presser la pâte d'olive et d'avoir le jus, l'huile d'olive qui passe à travers ces sillons creusés dans ces dalles en calcaire pour aller dans le bassin de l'autre côté, le bassin de décantation pour qu'on ait la matière solide en bas et puis l'huile d'olive en haut. La basilique, le Capitole qui est le principal temple de la ville à l'époque romaine et le forum
constituent les principaux monuments de ce quartier monumental. On est là dans la place du Capitole. Le Capitole, pourquoi? Parce que c'est le temple dédié à la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Il a été construit en 218. On a eu ces informations grâce à une inscription qui a été trouvée sur place, donc ici dans le Capitole. Alors, les principales composantes de ce monument, c'est tout d'abord le temple lui-même avec la cella, donc là où les statues des divinités étaient placées. Nous avons la place et il y a également l'autel pour présenter les sacrifices aux divinités. Ce qui est intéressant par rapport à ce temple, c'est qu'il a été construit au-dessus d'un temple déjà existant à l'époque pré-romaine ou à l'époque mauritanienne, dont subsistent actuellement seulement quelques vestiges vers la partie est. Le temple de Volubilis, qui est le Capitole, n'est pas le seul qu'on a ici. Nous avons d'autres temples, surtout datés de l'époque pré-romaine ou mauritanienne, qu'on appelle les temples A, B, D, temple J, H. Donc, cela montre qu'il y avait à l'époque beaucoup de cultes rendus à des divinités diverses, donc, qui étaient composés par des dieux locaux, à l'instar de la divinité Olissoa, qui est un dieu local de fécondité. Le forum et la basilique font partie de ce quartier monumental. Tout d'abord, le forum, c'est la place principale de la ville. Comme on peut le voir derrière nous, c'est une place d'allée avec des bases de statues à inscription. Ces inscriptions sont très intéressantes par rapport à l'histoire de la ville, puisque ça nous donne des informations sur les personnages influents qui ont habité Volubilis, et ça permet aussi de restituer en quelque sorte l'histoire de la ville à l'époque romaine. Ici à la basilique, donc juste en face du forum, on a le centre politique de la ville. C'est aussi le siège du conseil municipal, la curie, et également le tribunal et le siège du Parlement. Donc, bref, c'est le centre politique de Volubilis. Côté architecture, alors la basilique, elle est réputée par être le monument qui a donné le plus grand modèle de chapiteau côté dimension. On peut voir que nous avons ici des chapiteaux, mais vraiment colossales, faits toujours avec du calcaire gris de Zorhoun. La basilique, c'est aussi bien sûr l'un des rares monuments qui apparaissait avant les premières fouilles de 1915. Nous avons dans le centre d'interprétation actuellement une exposition d'hôtels de paix, ce qu'on appelle les hôtels de paix. Ce sont donc des pierres qui étaient destinées à jouer le rôle d'hôtel, là où on présentait les sacrifices. Et sur ces hôtels, il y avait des textes qui représentaient en fait des traités de paix entre les volubilitans, donc les gouverneurs de la Mauritanie tingitane et surtout les responsables de Volubilis, et entre les tribus qui entouraient la ville. Alors parmi ces tribus, il y a la plus représentative, les Bakouates, il y a également les Makinites, et il y a également les Bavars. Donc c'est très très intéressant comme document au niveau historique et au niveau aussi étymologique en ce qui concerne les noms des tribus qui étaient là dans le Maroc antique et surtout autour de Volubilis. L'Arc de Triomphe se trouve au centre de la ville de Volubilis. Il a été construit en 217
par les habitants de Volubilis est dédié à l'empereur Caracalla et sa mère Iulia Domna. Alors pourquoi ce monument ici au milieu de la ville? C'est en fait en guise de remerciement à l'empereur qui a exonéré Volubilis des impôts et qui a généralisé la citoyenneté romaine à tous les habitants de Volubilis. C'est aussi en fait un monument emblématique qui était censé montrer la grandeur de l'Empire romain et aussi la richesse de la ville de Volubilis. L'Arc de Triomphe se situe sur le Decimanus Maximus, la principale voie ou artère de la ville qui s'étend de la porte de Tanger au nord vers la porte ouest, vers l'ouest, à côté du Decimanus Maximus ou perpendiculaire à cette avenue, il y a le Cardo Maximus qui est la deuxième grande voie de Volubilis. Et bien sûr, à côté ou en parallèle avec ces deux grandes voies, il y a l'installation de tous les autres quartiers et des principaux élos de maisons de Volubilis.